va attaquer tout de suite par comme d'habitude, par un tour de table. Donc Marie Deriva, Xavier Pierre, Donatien Miguelot, Muriel Bergès, Pierre Cortet, Fabien Monet, Georges Arniel, Patrick Dumoulin. Effectivement, moi, je fais des maths quand j'étais petit, et quand j'étais petit, c'était facile. Il y avait un seul truc que je savais faire et que j'aimais faire, c'était les maths. Donc, je me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire dans la vie. Jamais. Donc, je fais des maths jusqu'à l'agrégation, puis après, j'ai trouvé de l'informatique plutôt théorique au départ, et après, un peu plus pratique. Donc, c'est un truc qui a toujours d'actualité, c'est en fait, c'est de faire des modèles mathématiques pour vérifier les logiciels. Les logiciels ont des bugs, vous savez, si c'est le logiciel de votre montre qui bug, vous n'êtes pas content, mais c'est pas très grave. Si c'est le logiciel de contrôle d'une centrale nucléaire, c'est plus embêtant. Si c'est le logiciel d'un avion, c'est plus embêtant. En fait, on développe des modèles mathématiques qui permettent de vérifier le logiciel. En fait, le test, c'est pas une option, parce que le test, ça prendrait des milliards d'années. Et vous voyez prendre l'avion tout à l'heure, on parle de quelques milliards d'années. Et donc, en fait, on arrive à représenter de façon finie des objets infinis et de vérifier d'une certaine façon que tout se passe bien ou qu'il ne se passe rien de mal. Moi, j'ai une carrière d'universitaire pendant une vingtaine d'années et j'ai fini, entre guillemets, comme professeur d'université à l'école normale supérieure qui est un problème ici, qui est de Cachan, et qui vient de bouger à Paris-Saclay. Mais ça fait maintenant, mon dernier étudiant, j'ai dû le voir il y a 17 ans, 18 ans, parce qu'en fait, je me suis mis à avoir des responsabilités sans les avoir forcément cherché. Et puis, ça se passait plutôt bien. Effectivement, comme l'a dit Sacha, j'ai passé 11 ans à INAIA, qui est un petit établissement spécialisé en mathématiques appliquées, en informatique. J'ai fini par diriger pendant 3 ans, et puis après, on m'a proposé de candidater à la direction du CNRS. Ce que j'ai fait, je suis comme l'a dit Sacha, qui PDG du CNRS, donc c'est pas moi qui ai décidé. On m'a dit, on va mettre en avant 6 défis sociaux qui vont pas vous surprendre parce que sinon je ne pas des défis sociaux, et sur lesquels on pense que la science peut apporter quelque chose. Les 6 défis sociaux, c'est les changements climatiques, transition énergétique, santé et environnement, c'est les précurseurs de la crise, territoire du futur, inégalité éducative et intelligence artificielle. Le dernier étant un peu transverse par rapport à tous les autres. Et ce sont des défis pour lesquels on a besoin à la fois de sciences dites dures, de sciences dites souples, molle, mais molle, c'est un petit côté péjoratif. Ah oui, c'est bien. C'est pour ça qu'elles n'emploient pas molle, sinon je fais tomber par les collègues. Et on a besoin de ça ensemble. C'est ça qui fait la force du CNRS aujourd'hui, c'est d'avoir en son sein des capacités à mobiliser des gens pour faire ici. C'est en partie notre force pour avoir les industriels, parce que jamais un industriel vient nous voir d'un problème de maths, d'un problème de chimie, d'un problème de physique, d'un problème de matériaux, ou d'un problème d'énergie, il va pas nous dire forcément. Et donc c'est ça qui est notre force, c'est d'être capable de mobiliser des gens avec des compétences complémentaires. Et on travaille sur tous les sujets, et c'est ça qui est assez fascinant au CNRS. Il faut être clair, hein, ils sont tous plus compétents que moi. Le boulot, c'est pas de faire de l'expertise scientifique. Je ne vais pas aller voir un prix Nobel, des Lightfields ou en expliquant un petit Serge Harold, je vais t'expliquer ce que c'est que la physique quantique et ce qu'on occupe, ça ne marche pas. Et donc, le rôle d'un patron du CNRS, c'est d'abord de faire en sorte qu'on ait des talents. Et ça, c'est le point numéro 1. Pour les gens d'entreprise, peut-être, c'est pas une grande différence avec l'entreprise, c'est que le critère numéro 1, c'est les chercheurs et les chercheurs. Et donc, on recrute de façon très large à l'international. On a à peu près 30% des gens qu'on recrute chaque année sur des postes permanents qui ne sont pas français. Avec cette particularité du CNRS qui n'est pas vrai à l'hôpital, c'est que vous pouvez être fonctionnaire au CNRS en étant lié n'importe quelle nationalité. On a des Chinois qui sont fonctionnaires dans l'État français, on a des Américains qui sont fonctionnaires dans l'État français, on a des Russes, on a une centaine de nationalités dans nos pays. Le seul critère, c'est pas la langue, on s'en fout, ils ne peuvent pas parler un mot dans le français, c'est complètement égal, c'est la qualité scientifique, basée à la fois sur leur CV, bien sûr, mais aussi sur leur projet. Et il faut que les deux s'adaptent à nos priorités. Et ça, c'est le côté. Et après, c'est de faire vivre tout ça. Pour ça, évidemment, on imagine bien un truc de 32 000 personnes, il y a quand même... Il n'y a pas beaucoup d'étages hiérarchiques. Grosso modo, entre
le PDG que je suis et le chercheur de base, il y a 2 étages intermédiaires. C'est très peu, et c'est exprès. Et donc les 1000 labos, ça fait un râtelier. Évidemment, au-dessus de ces 1000 labos, en fait, les 1000 labos sont classés en grands domaines scientifiques. Donc on a 10 instituts, donc l'Institut de maths, l'Institut d'informatique, l'Institut d'ingénierie, l'Institut de chimie, l'Institut de physique, l'Institut de physique des particules. Tu arrives à intégrer tout ça? Voilà. Je suis déjà perdu, moi. C'est mon quotidien, c'est comme chacun a ses complexités. Donc, en fait, je m'interromps pour voir si j'ai réussi à reprendre le temps. En fait, j'y arrive. J'ai un ordre. Un institut de physique des particules, un institut des sciences de l'univers, un institut d'écologie et environnement, un institut des sciences biologiques et un institut des sciences humaines et sociales. Je ne vais jamais aller dire à un chercheur, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, Tu as intérêt à produire ça avant la fin de l'année. c'est ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est dire, tu fais ce que tu veux, mais l'argent, il est là. Tu ne veux pas l'argent, tu fais ce que tu veux, mais l'argent, il est là. Pourquoi c'est important de laisser la liberté de la recherche? Parce que, au fond, c'est la fameuse qu'on appelle la sérendipité, et le fameux truc qui est on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'on dit, alors si on ne sait pas à quoi ça aboutit, comment on sait les gens qui nous financent? Et la réponse, elle est simple, c'est qu'il faut financer que les gens qui sont au meilleur niveau de la recherche. Les gens moyens, il ne faut pas les financer. Et le CNRS, on a cette chance qu'on est un peu, c'est-à-dire l'équipe de foot, on est un peu l'équipe de France. Il y a les clubs de première division, il y a les clubs de deuxième division, et on recherche, ça s'arrête un peu voilà, parce que c'est un peu du amateur. Il y a l'équipe de France, et puis dans l'équipe de France, il y a, alors, la question que gens si vous voulez, et il y a aussi des gosses. C'est fini. Ils sont moyens, les opérations. Il y a des stars. On peut vous tenter. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des industriels qui sont tentés de faire des propositions à vos chercheurs? Alors, oui, bien sûr, il y en a, sauf en ce moment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et là, on ne lutte pas. On ne lutte pas parce que Facebook, Apple, ils sont capables de faire des propositions à 300, 400, 500 000 euros. Les chercheurs, ils débutent. Là, on est tout content parce qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être promulguée et les chercheurs qui sont donc recrutés à Bac plus entre 10 et 12, on est tout content en France parce qu'on va les payer 2 fois le SMIC. Pardon? On va les payer 2 fois le SMIC. C'est un grand progrès parce qu'avant c'était 1,4 fois le SMIC. Mais il y a des partages de plateformes aussi, peut-être. On travaille avec des industriels? Oui. Oui, ça arrive. Oui. Mais souvent, on n'a pas les mêmes. On n'est pas les mêmes ingénieurs, on n'est pas au même endroit. Il y a une échelle qui s'appelle TRL, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'appelle Technological Readiness Level, qui est une maturité technologique. Et donc, ce qui sort d'un labo, par définition, c'est niveau 1. Un produit industriel, c'est niveau 9. Et c'est quasiment un métier à chaque fois qu'on change d'échelle. Et donc, nous, on est en bas, et c'est ça notre métier. Il ne faut pas qu'on se trompe de métier. Il faut pas que les bons ingénieurs, ils sont dans les boîtes et c'est pas un sujet. Donc ça, c'est la partie grandes industries. Et on a, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, on crée des startups, on crée entre 80 et 100 startups par an. Vous allez me dire que vous n'avez jamais créé ni Google, ni Apple, etc. Mais c'est un sujet qui est complexe en France. Et pourquoi est-ce qu'en France, il continue à ne pas y avoir assez de capitaux à certains moments? Pourquoi c'est compliqué d'avoir des capitaux? Je pense que tu sais ça mieux que moi, tu pourras en parler. Nous, ça nous frappe de voir qu'il y a quand même un certain nombre très significatif de nos startups qui sont ensuite qui vont chercher des capitaux en Asie, aux États-Unis. Et par ailleurs, toutes les startups qu'on crée n'ont pas vocation à devenir des gros pétrolières. Les startups peuvent se transformer en... Excuse-moi, mais quand tu dis que vous les créez, c'est-à-dire vous prenez l'initiative ou c'est des gens qui viennent vous proposer quelque chose? Non, on prend l'initiative. C'est des chercheurs de chez nous qui décident de créer une startup. Ça pose plusieurs difficultés d'ailleurs. Souvent, ce n'est pas des gens qui sont chercheurs permanents, c'est plutôt des gens qui finissent leur thèse ou qui sont en postdoc. Le chercheur permanent, il n'a pas forcément envie de franchir le pas et à ce moment-là, il sera peut-être expert scientifique dans la startup, mais pas plus. Et ça pose une difficulté parce que c'est comme quand elle cherche, c'est que des startups qu'on appelle deep tech, donc avec des connaissances technologiques qui sont importantes. Et donc, c'est leur bébé aux chercheurs. Et donc,
un chercheur, il n'est pas forcément apte à être entrepreneur. Et donc, le fait de dire à un chercheur, au bout d'un moment, ok, c'était ton idée, mais toi, tu vas devenir CSO de la boîte ou CTO de la boîte, et on va prendre un CEO qui est autre chose. Parfois, c'est compliqué, c'est comme les enfants c'est comme les parents avec leurs enfants qui disent qu'ils veulent qu'ils soient autonomes, mais le jour où ils sont autonomes, ils disent quand même, oh, je pourrais donc ça c'est une difficulté, mais on a aussi, malgré tout, un programme de formation des chercheurs pour les accompagner dans leur transition à l'entrepreneuriat. Et puis on essaye aussi de faire des binômes, c'est-à-dire de mettre en fait un chercheur confirmé qui a une idée avec un entrepreneur, qui peut être un serial entrepreneur ou pas. Pour aller dans son sens, ça aux États-Unis, globalement, les boîtes pharmaceutiques ont arrêté d'investir dans l'alcool parce que c'est trop risqué. Donc le privé, mais aujourd'hui, le privé ne met plus d'argent dans l'alcool. Ce qu'ont fait les États-Unis, comme ils l'ont fait avec le plan cancer. Pourquoi aujourd'hui c'est de telles avancées sur le cancer? C'est parce que les États-Unis ont lancé un plan cancer, ils ont injecté des milliards, des dizaines de milliards de dollars dans leurs universités publiques, dans leur recherche publique, pour dérisquer, pour que le privé prenne le relais. La part de l'échange physique, Il est essentiel. oui. A priori, si tout le monde vient au labo, enfin, si le labo est incarné dans une espèce de matrice, c'est qu'il a une réalité. Ah non, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel. Avec, en fait, c'est pas des niveaux hiérarchiques, mais grosso modo dans le labo il y a des équipes, et puis alors après il y a des travails inter-équipes, et tous les échanges sont absolument essentiels. Et ça, ils ne vont pas être créés. Alors en visio, alors tous les labos ont fait des séminaires en visio, etc. Et c'est toutes les petites interactions informelles, toute la communication non verbale qu'évidemment on fait pas. Avec ça pour tous les jeunes, ça a été très bien. Les télétravail, c'est vrai aussi dans les entreprises. Aujourd'hui, on vous dit télétravail, tout le monde veut faire que du télétravail, mais c'est faux. Non, Moi, chez nous, par exemple, des sièges, on télétravail, forcément avec le dimanche, on est seul, mais les gens vont très rapidement vouloir revenir. Et aujourd'hui, on avait aussi, nous, déjà d'accord avec le télétravail une journée par semaine. Là, on va passer aussi à 2 parce que les gens, après les avoir sondés là, un peu, pendant cette période-là, les gens ne veulent pas faire plus de 2 jours, ne veulent pas faire plus de 2 jours de télétravail. Ils veulent absolument venir. Oui, non, c'est vrai, mais c'est très. En fait, la problématique, c'est que comme ces jours peuvent être des jours différents, à un moment donné, on a pu. L'unité du collectif, c'était la base productive. Et donc, en fait, on revient. Oui, on peut la créer, mais on revient dans cette logique d'aléa qui consiste. Enfin, moi, c'est ma préoccupation du moment, qui consiste à arriver à trouver une manière de comprendre, et ça passe par la galvanisation des équipes, sur comment est-ce que finalement on produit la richesse, comment on produit les nouvelles. Parce qu'on ne le sait pas. Parce qu'on a toujours été dans le même milieu. Donc il s'est passé le truc, on sent bien, machine à café, etc. Voilà. Mais ça, entre guillemets, ça n'existe pas. On ne sait pas, donc il va falloir qu'on le sache. Je ne connais pas non plus, là je discute avec un client qui découvre, en fait tout le monde, on a tous, pour ceux qui sont à Paris, on a tous découvert que, en fait, pendant 18 mois, Hidalgo, elle avait tout blindé, quoi. Maintenant c'est fini, on ne peut plus traverser, on ne peut plus rien faire. Enfin, et donc là le client nous dit, mais on ne sait plus, nous, là on commence à avoir un problème qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est, on a la moitié de nos clients sur l'autre côté de Paris, entre ce que veulent les clients, c'est-à-dire venir, et nous, on perd une journée. Donc en fait, en gros, une personne perd une journée par semaine dans des transports à son public. Donc comment on réinvente la manière de travailler, qui est à la fois contrôlable, parce qu'on peut savoir si on y va, mais comme avant le client venait, il ne vient plus. Enfin, voilà, c'est tout le cas. Et à l'intérieur de ça, on ne sait pas comment, on ne sait toujours pas comment on crée. Enfin, c'est la chimie qui crée la valeur. C'est ça, et ça, chaque boîte va devoir le documenter. Donc en fait, voilà, je vais quand quelqu'un se pose cette question pour essayer de savoir s'ils savent comment on fait la valeur, ce qu'a détruit la civilisation. Il y a deux choses là pour répondre. La première, nous on audite des centaines d'organisations dans le Covid. Les entreprises qui ont bien passé, qui ont une nouvelle organisation. Pas encore, mais c'est pas grave, je verrai tout à l'heure. C'est avant tout un haut niveau de confiance à l'intérieur de l'entreprise, dans le management et dans les équipes qui dirigent réciproquement.
La deuxième chose aussi qui est importante, et nous, moi j'ai été confronté, j'ai été très surpris du nombre de demandes de départ en province. Et dans une équipe, moi j'ai 6 personnes, on est une équipe de 35 personnes, en siège on est 30, 6 personnes qu'on est déjà partis en province. 2 à Bordeaux, 1 à Marseille, 2 à Lille, 1 à Lyon. À un moment, on est confronté, alors je ne sais pas si dans le cadre du CNRS vous aurez ce type de demande, mais on est confronté par le fait de se dire, est-ce que par exemple le X qui veut aller à Lille, j'ai plutôt intérêt à le laisser ou la laisser aller à Lille, puis elle viendra 3 jours, 2 jours de télétravail, peu importe, ou je ferme la porte et elle s'en va ailleurs. Et finalement, on regarde ce qui est le mieux pour la personne, l'entreprise, et on trouve à Lille. Là, on est devant une évolution, on ne reviendra pas en arrière, même si les gens de Goldman Sachs ils disent qu'au 1er septembre, tout le monde doit rentrer au bercail. Bon courage les gars, alors effectivement, ils ont tous des salaires, le SMIC là-bas, il doit être à 6 chiffres, 6 gros chiffres, mais à un moment, tout Goldman Sachs qui sont, voilà, même le grand L'Oréal, le maître du monde et du présentéisme, ils sont complètement déboussolés en ce moment, parce qu'ils ont une pression des jeunes générations, non, c'est fini, vous n'allez pas nous imposer 8 heures du soir, 8 heures du matin, on ne veut pas de ces lumières. On veut un équilibre, vie privée, vie pro. On veut... donc ça, sont des changements. Donc peut-être que chez vous, vous n'êtes pas encore confrontés. Plusieurs choses. D'abord, nous, il y a quand même un truc qui est vrai et qui est amusant, c'est la passion des chercheurs. C'est quand même... Pour les chercheurs, c'est... Vous ne faites pas d'horreur, mais c'est pas la question. Ça ne veut pas dire que c'est plus que les autres, forcément, mais c'est un truc qui va d'oreille sur la tête et que des fois, vous avez la nuit. Après, c'est pas le truc de la qualité de vie, c'est ce que tout à l'heure, il y a pas de changement. Par contre, nous, on prend beaucoup au labo, donc comme on est dans toute la France, les chercheurs qui nous derrière tel endroit, il y a tout fait. D'abord, si vous proposez un projet scientifique pour aller dans tel endroit, il faut qu'il y ait un labo, et si tu veux y aller, tu y vas, il n'y a pas de sujet. Par contre, le côté télétravail avec la personne, elle est à Marseille, ça sera. Et c'est vrai, moi aussi, qui fait une population administrative, parce qu'il y a des personnes, et là, on a des grands instituts, où les gens qui nous disent dans la région parisienne, on doit nous taper 2h30 de transport aller, 2h30 de retour. Et on peut difficilement leur dire, mais t'avais qu'à parler à habiter à 2h30, parce que les salaires, tout à l'heure, je parlais des salaires des jeunes chercheurs, les salaires de techniciens, les gens, ils gagnent 500 € par mois, hein, donc c'est pas vrai, ta qualité dans le 16e, à côté du CNRS, donc ça va suivre.